Bonjour à tous, c'est Taton, on se retrouve pour le débriefing des 6 heures de Spa-Francorchamps qui ont eu lieu le week-end dernier. Une course absolument passionnante devant laquelle j'ai personnellement pas mal vibré. Ce débrief ne se concentrera que sur la catégorie hypercar et cela étant dû au fait que je n'ai pas traité en amont de la course de la BOP des LM GT3. Ces 6 heures de Spa 2025 ont vu des événements assez intéressants se dérouler en piste, néanmoins, le résultat brut est loin de vouloir tout dire. En effet, avec l'analyse des données, on peut avoir un regard différent sur ce qu'il s'est passé en course et surtout sur les enseignements que l'on peut en tirer pour la prochaine échéance, les 24 heures du Mans. Mais avant d'aller plus loin, je voulais vous encourager, si vous aimez ce contenu, à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Rentrons dans le vif du sujet avec un critère qui aura toute son importance sur la prochaine manche puisqu'il s'agit de la vitesse de pointe. La vitesse de pointe qui pour chacun des constructeurs listés est une vitesse de pointe vraisemblablement atteinte avec l'aspiration. Alors forcément, toutes les voitures n'ont pas bénéficié d'une aspiration parfaite, mais ça se veut en tout cas représentatif de ces 6 heures de Spa 2025. Et on retrouve en tête de ce classement Toyota qui avait la meilleure vitesse de pointe, et ce, malgré le fait d'avoir la puissance minimale avant 250 km/h, minimale autorisée par la BOP. On ne peut pas donner moins de puissance que cela à une voiture, mais comme vous le voyez, ça ne les a pas empêchés d'avoir la meilleure vitesse de pointe. Ça montre bien que le système de BOP à 2 étages, premier étage avant 250 km/h et deuxième étage après 250 km/h, fonctionne bien puisqu'on a réussi à gommer le point fort de la Toyota qui est son accélération sans pour autant compromettre sa vitesse de pointe. Derrière, pour les autres constructeurs, on a des VMAX qui sont identiques avec Cadillac, Ferrari et Peugeot. Il est à noter que Peugeot d'ailleurs s'en tire assez bien puisque eux, ils ont eu une réduction de puissance après 250 km/h, donc je m'attendais à les retrouver personnellement plus bas dans le classement. C'est d'ailleurs la même chose pour Aston Martin qui a une VMAX tout simplement égale à celle de Porsche. BMW est un peu plus en retrait et confirme ce qui semble devoir être leur point faible du côté de Spa, parce qu'on constatait la même chose pour la saison 2024. Et enfin, on termine avec le cas Alpine. Alpine qui a une VMAX bien en dessous des autres et qui paye le fait d'avoir la meilleure accélération hors des virages de toute la grille. En effet, on a pu notamment constater cela lors de ses batailles face aux Ferrari, où elle a même réussi à dépasser justement les Ferrari sur la phase d'accélération vers le raidillon. C'était notamment grâce à cet avantage qui donc devait être compensé, et donc derrière on avait une vitesse de pointe qui était réduite en bout de ligne droite. C'est plus ou moins ce à quoi je m'attendais au vu de la BOP, même si le déficit est un peu plus important que ce que je m'imaginais. Cela n'a néanmoins pas empêché l'Alpine de pouvoir être en mesure de résister en tête de course une fois cette dernière prise face aux assauts de la Ferrari. On va maintenant passer au meilleur secteur des différentes voitures pour comparer les performances pures des uns et des autres, et il y a des choses assez intéressantes à regarder. En effet, on peut déjà constater que comme ce fut le cas en qualification, sur un tour en rythme de course, Ferrari avait le meilleur potentiel en vitesse pure, avec plusieurs dixièmes d'avance sur la concurrence. La première surprise étant que Porsche a montré des choses assez intéressantes, notamment avec sa numéro 5, puisqu'on a un tour idéal qui est juste derrière la troisième des Ferrari. On a pu également entrevoir de belles promesses de la part d'Aston Martin, puisqu'en effet, la Valkyrie, sur un tour, est relativement bien dans le match, tout simplement devant Alpine, Peugeot, BMW, etc. etc. Cadillac et Toyota, eux, sont un petit peu plus en retrait sur ce point. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Et enfin, si l'on regarde du côté des différents secteurs, il y a plusieurs choses là aussi que je tenais à relever. La première étant que Aston Martin semblait être dans son jardin sur le premier secteur. Ça tombe bien puisque c'est le secteur le plus représentatif du circuit des 24 heures du Mans. Cela laisse donc entrevoir une première classique Mansell au potentiel intéressant pour les Anglaises. Le secteur 2 a lui montré un bon rythme de Porsche qui devrait donc logiquement être plutôt à l'aise du côté des virages qui portent son nom sur le circuit des 24 heures du Mans.
Le secteur 2 est aussi le point fort de Toyota, et ce malgré la masse embarquée. Cela montre bien, s'il fallait encore le prouver, que la GR010 hybride est la meilleure hypercar du plateau dans le sinueux. Je tiens également à souligner le fait que Peugeot performe relativement bien dans le secteur 1 et 3, ce qui est plutôt de bon augure pour les 24 heures du Mans. Mais voilà, le rythme sur un tour, c'est bien, mais ce qui compte vraiment, c'est le rythme sur un relais, et c'est ce paramètre qui a tout simplement établi la hiérarchie et le classement que l'on a pu voir pour ces 6 heures de Spa, hiérarchie que voici. Avant de plonger dans l'analyse, je tiens tout d'abord à souligner le fait que je n'avais pas, lors de mon estimation du rythme des uns et des autres, pris en compte le resurfaçage de la piste qui aboutit à un rythme plus rapide de 3,9 secondes en moyenne par rapport à mes estimations. Alors maintenant, si on regarde ce que j'avais estimé du côté gauche comparé à ce qu'il s'est passé sur la piste du côté droit, il y a plusieurs choses à souligner. La première est que l'on retrouve Ferrari devant, mais avec seulement moins d'un dixième sur son adversaire direct Alpine. Alpine qui donc confirme bien la forme que l'on avait entrevue pour eux. On retrouve ensuite BMW, Peugeot et Cadillac qui sont un peu plus loin, Toyota étant encore un cran en dessous niveau rythme, un peu comme attendu. Et enfin, on retrouve Porsche encore plus loin, Aston Martin comme d'habitude étant complètement hors du coup. Alors comparé à ma prédiction, eh bien, il y a eu un peloton plus resserré que ce que j'avais initialement entrevu, et c'est tant mieux. On a également eu des constructeurs qui ont bien mieux performé et d'autres qui ont pour le coup pas mal contre-performé. Et pour vous illustrer cela, je vais vous montrer le graphique avec les fourchettes de performance attendues pour les différents constructeurs. Là aussi, j'ai appliqué à ce graphique justement les 3,9 secondes de moyenne d'amélioration comparé aux chronos que j'avais sur lesquels j'étais parti avant course. Et voici les différentes choses que l'on peut y constater. Premièrement, on peut voir que, comme lors du dernier rendez-vous, Peugeot a eu un rythme bien plus inférieur que ce à quoi on s'attendait, en tout cas de manière théorique. Alpine a un petit peu sous-performé comparé à son rythme. On est dans l'ordre de environ 2 dixièmes, donc ça reste relativement faible, surtout quand on sait la nouveauté de la voiture. Si on continue dans la hiérarchie, et bien là, on arrive du côté de Porsche, qui eux par contre ont une contre-performance absolument massive, puisque comme on a pu le voir un peu plus tôt, le rythme sur un tour était là. Par contre, sur un relais, c'était tout simplement catastrophique, puisqu'en effet, comparé à ce qui était le rythme attendu de Porsche, on est avec 7 dixièmes de retard. C'est tout simplement énorme, surtout quand on sait à quel point est-ce que le programme Porsche Penske est éprouvé. On a de son côté Ferrari qui a un petit peu surperformé par rapport à ce qui était attendu, mais qui reste dans l'intervalle de confiance qui était de 1 dixième de chaque côté, donc ils sont quasiment là où est-ce qu'on les attendait, ils ont été juste un petit peu plus rapides. Si on continue dans la liste, Aston Martin a là aussi bien contre-performé, notamment comparé aux gains théoriques que la BOP aurait dû lui offrir, mais là encore, si on regarde au niveau de ce qui a été fait sur un tour, eh bien c'est plus sur le rythme, sur un relais que ça a pêché. Il est également à noter qu'il s'agit d'une voiture jeune et que donc il est difficile d'évaluer son potentiel, notamment sur les longs relais. BMW a également bien surperformé et ne fait que confirmer le palier passé depuis les 6 heures de Fuji l'an dernier. On arrive maintenant sur les deux bonnes surprises de cette manche, Cadillac et Toyota, qui ont réussi, malgré une performance sur un tour en course un peu plus faible que leurs adversaires, à compenser par une très très belle constance au niveau de leur relais. Cette constance qui a été récompensée par un très bon résultat final pour les deux marques. Au bout du compte, si on enlève les deux relatives anomalies de cette course que sont les performances de Porsche et d'Aston Martin, les planètes se sont alignés et nous avons eu un peloton très très resserré qui nous a donc offert la course magnifique que nous avons eue. On va maintenant passer en revue le résultat de chaque constructeur en se basant sur leur rythme de course. On commence donc par Ferrari qui a quasiment maximisé son résultat avec un doublé. La troisième Ferrari ayant eu un problème de turbo la mettant hors jeu, il aura néanmoins, pour réaliser ce doublé, fallu flirter avec la limite, voire à certains moments la dépasser, que ce soit
en piste ou dans les stands. Alpine a de son côté fait la course parfaite avec l'A36 qui, si le sort lui avait été un peu plus favorable, je parle ici de la crevaison longue qui les a obligés à rentrer au stand plus tôt que ce qui avait été prévu, eh bien cette dernière aurait pu jouer la gagne. Pour l'Alpine numéro 35, la 4ème place était possible, mais un drive-through dû à un excès de vitesse sous Virtual Safety Car a envoyé la voiture en queue de peloton, lui faisant perdre la si précieuse position en piste et a donc hypothéqué le résultat final de la voiture. BMW a eu un très bon week-end jusqu'au problème rencontré par leur voiture de pointe, la BMW numéro 20 qui pouvait prétendre au minimum à la 4ème place. De son côté, la voiture sœur a vu comme l'Alpine numéro 35 sa course hypothéquée par non pas un mais 2 drive-through, ne ramenant au final qu'une maigre 10ème place à la maison pour leur course à domicile. Peugeot a de manière similaire à BMW là aussi un week-end plein de promesses avec un rythme très intéressant qui pourtant se finit avec un 0 pointé. La faute à une mauvaise stratégie avec la Peugeot 93 qui a été sacrifiée lors de l'avant-dernière safety car pour la voiture sœur en ne rentrant pas au stand. Malheureusement, la voiture sœur en question, la Peugeot numéro 94, emmenée par la fougue de Malte Jakobsen, s'est accrochée avec la BMW numéro 20, cassant sa suspension arrière gauche. Cadillac a de son côté réussi à maximiser son potentiel et à réaliser un beau coup de force car malgré son rythme qui n'était pas l'un des meilleurs, les Américaines exploitées par Jota ont réussi à finir 5e et 6e. Toyota a réalisé un véritable exploit avec sa 4ème place alors que de manière réaliste, ces derniers ne pouvaient viser que la 6ème et 7ème place. Encore une fois, l'exploitation sans faille de Toyota a permis, via la position en piste gagnée de manière stratégique, d'obtenir cette 4ème place. On passe à Porsche qui a connu un week-end cauchemardesque qu'il s'agisse des voitures officielles ou de la Porsche Proton privée. Leur 9ème place obtenue avec la numéro 5 étant le mieux qu'ils pouvaient espérer. On finit par Aston Martin qui continue son apprentissage avec la Valkyrie et qui, comme on l'a évoqué précédemment, a montré des choses intéressantes qui seront à transposer sur la durée d'un relais au cours des prochaines manches. Pour finir, projetons-nous sur les 24 heures du Mans qui auront lieu dans un mois. Et avec ce que nous avons vu ici, et au vu des similarités entre le circuit de Spa-Francorchamps et celui des 24 heures du Mans, voici les points que je considère qu'il faut retenir. Je m'attends personnellement à ce qu'au Alpine soit particulièrement compétitif. Ce devrait logiquement être également le cas de Peugeot. BMW devrait également connaître un bond en performance au Mans. Enfin, Aston Martin devrait également être en meilleure posture au Mans, étant donné qu'il s'agit du tracé qui semble le mieux convenir à l'Aston Martin Valkyrie. On a désormais terminé ce débriefing des 6 heures de Spa-Francorchamps. J'espère que ce dernier vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine. Salut!